Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement organisé donc, par le CEDAC et par la nouvelle chaire d'OSA. Donc, le titre de notre conférence aujourd'hui, c'est Surveillance sanitaire et circulation de l'information pendant la pandémie de COVID-19, enjeux conceptuels et méthodologiques pour la recherche en droit. Et nos deux conférenciers, on a un invité de Bruxelles, Monsieur Charlie Derard, qui est chercheur à temps plein au Centre Perelman de philosophie du droit, rattaché à la faculté de droit et de criminologie de l'ULB, de l'Université libre de Bruxelles. Et Monsieur Derard est en train de rédiger une thèse de doctorat sous la direction de la professeure Isabelle Rovive et qui s'intitule « L'infrastructure globale de surveillance de la population en pandémie, défis posés et transformation de l'état de droit ». Alors, le deuxième conférencier, c'est le professeur Pierre-Luc Désiel, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la protection et la valorisation des données de santé, la chaire d'OSA, dont je venais de parler il y a quelques instants. La conférence donc, aura lieu en deux temps, évidemment. On commence par une présentation de Charlie Derard, à peu près 25-30 minutes, et suivi de la présentation du professeur Pierre-Luc Désiel. Donc voilà, il y aura évidemment une période de questions. Et à la toute fin, on aura aussi un dîner pizza vers 12h30 après les présentations et les interventions de la salle et celles en ligne éventuellement. Alors, je cède la parole à Charlie. Voilà. Merci beaucoup, Monica. Merci aussi à Pierre-Luc de l'organisation de cette conférence et au CEDAC de la co-organisation et à Patrick Taillon qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer par emprunter la machine à remonter le temps et à revenir 5 ans en arrière. Ce dont nous allons parler évoquera peut-être de douloureux souvenirs. Mais il convient de les ressasser pour évaluer avec quelques reculs ce que les autorités publiques ont fait pendant la pandémie de Covid-19 et la façon dont le droit fut et est toujours, c'est important, affecté. Point liminaire notable, je me concentrerai sur la situation de mon pays d'origine, donc la Belgique, un État fédéral comme le Canada. Alors, 7 mai 2020, le printemps est déjà bien avancé. Les gens sont toujours confinés. La discipline sanitaire stricte est encore d'application. Mais plus pour longtemps. Le virus recule, les indicateurs épidémiologiques virent tous au vert. Ce sont désormais les indicateurs économiques qui tournent au rouge. Les gouvernements promettent de rouvrir. Ils sont tiraillés entre, d'un côté, l'obligation positive de protéger la santé physique de la population, et de l'autre, les droits et libertés de circulation de propriété, notamment de leurs ressortissants. Quel est le compromis? Une circulation autorisée, une circulation calibrée, une circulation conditionnée par le premier grand dispositif de surveillance, celui de la recherche manuelle et numérique des contacts, le tracing. Alors, ce dispositif, il permet aux autorités publiques de détecter dans la masse populationnelle les personnes infectées et ensuite de dresser la liste des personnes avec lesquelles elles ont relationné dans les jours précédant l'apparition des symptômes. Les objectifs, rompre la chaîne de transmission du virus, soulager les unités de soins intensifs des hôpitaux, garantir la continuité des soins pour les maladies chroniques. En somme, assurer la viabilité d'un système de soins de santé au bord de l'étranglement parce que définancé depuis des années. Alors, quelle injonction les autorités formulent aux personnes infectées? S'isoler chez elles. Qu'est-ce que les autorités ordonnent aux personnes exposées à l'agent infectieux? D'être dépistées, donc d'effectuer un examen médical et de passer par la case quarantaine. Pour opérer, le tracing repose sur des traitements de données de santé. Ces traitements produisent des délivrables que les autorités, par l'intermédiaire de centres de contact, vont exploiter pour déterminer qui doit être isolé ou qui doit être placé en quarantaine. Mais l'exploitation va plus loin. Les délivrables sont agrégés et rendent possible ce que l'on appelle la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire que les autorités vont pouvoir suivre la dissémination du virus et son évolution. Elles seront alors en mesure de prendre des décisions informées de santé publique, resserrer ou relâcher les taux sanitaires.
C'est à partir du mois de mai 2020 que la Belgique active son dispositif de la recherche manuelle des contacts. Les fonctionnaires et autres personnes dûment habilitées par les autorités sont chargés de contacter les personnes infectées par ou exposées à l'agent infectieux. Il faut attendre le mois de septembre 2020 pour que l'application mobile de traçage Corona Alert soit mise en service. Cette application est complémentaire des tâches effectuées par les centres de contact. Elle notifie une exposition au virus sans que les utilisateurs puissent remonter à la source de l'infection. Elle ne permet pas de les géolocaliser, elle ne traite pas non plus leurs informations biométriques. Par après, les autorités publiques belges deviennent friandes de ces dispositifs de surveillance de masse. Elles en créent progressivement 3 autres, lesquels s'ajouteront au traçage et s'y imbriqueront. En juin 2020, l'État belge décide de rouvrir ses frontières aux Européens. Il rend son territoire perméable à une plus forte circulation du microbe, et en particulier de ses variants. Par mesure de précaution, les autorités publiques rendent obligatoire, en juillet 2020, un formulaire de localisation des passagers, ou PLF. C'est un document que les Belges voyageant à l'étranger pour des raisons essentielles, professionnelles ou touristiques, doivent remplir avant de rentrer dans le pays. L'obligation s'applique aussi aux ressortissants étrangers. Les arrivants sont ensuite profilés par les autorités compétentes sur la base de critères visant à évaluer le risque d'infection, avéré, supposé ou nul, pour le cas échéant leur imposer un dépistage et ou une quarantaine. Formulaire de localisation des passagers, deuxième dispositif donc. À l'automne 2020, on apprend que les firmes pharmaceutiques ont obtenu des résultats probants pour les vaccins qu'elles ont développés. La machine à commande est rapidement mise en ordre de marche. En Belgique, les premiers vaccins sont administrés à la fin du mois de décembre. Cette période inaugure un vaste programme de sensibilisation requérant la collaboration de tous les niveaux de pouvoir. Elle marque aussi le début de la collecte et de l'enregistrement à grande échelle de données de vaccination par les autorités publiques. Les objectifs majeurs sont de déterminer l'efficacité de la campagne de sensibilisation, de suivre les effets d'inoculation sur les oscillations du virus et de détecter les éventuels effets secondaires. Aspect numérique de la vaccination covidienne, troisième dispositif. Courant printemps 2021, les pays du pourtour de la Méditerranée font pression sur l'Union européenne pour qu'un mécanisme soit adopté afin que les Européens circulent sans encombre et que les caisses touristiques soient renflouées. L'organisation supranationale, l'Union européenne, donc, répond à cette demande en un temps record. Elle adopte en quelques semaines un cadre technique et juridique portant création d'un certificat sanitaire. Les États membres, dont la Belgique, sont chargés de l'exécuter. Dans un premier temps, le certificat vise à faciliter le franchissement des frontières européennes et internationales. Plus tard, il conditionnera l'accès aux espaces de travail, culturels, de sociabilité. Les autorités belges commencent à délivrer le certificat à la mi-juin 2021. C'est pour le 4e et dernier dispositif. Voilà aussi pour l'histoire de ces 4 dispositifs de surveillance. Ce sont les 4 objets que j'observe scientifiquement dans ma recherche doctorale. Je les ai choisis parce qu'ils atteignent le seuil de gravité fixé par l'autorité belge de protection des données en matière d'ingérence dans le droit au respect à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Cela signifie quoi? Cela signifie que ces objets traitent de grandes quantités d'informations portant potentiellement sur toute la population pour des finalités fort variées. Il existe évidemment d'autres dispositifs de surveillance intéressants à examiner, comme la reconnaissance biométrique par le moyen de caméras thermiques. Je ne m'attarde toutefois pas sur ce type de dispositif dans la thèse, car leurs usages étaient limités au périmètre d'endroits spécifiques comme les aéroports, ou ne concernaient que certaines personnes. Il n'était donc pas vraiment de masse. Alors, vous me direz, pourquoi parler encore de ce foutu virus? Depuis un certain temps, les gens me demandent si c'est toujours un sujet d'actualité. En Belgique, certains juristes estiment, je cite, la Covid-19 s'est dépassée. Je ne suis pas d'accord, parce que je pense que c'est naïf, et même pire, c'est faux. Premièrement, des rapports scientifiques ont montré qu'en raison du dérèglement climatique et du chamboulement des écosystèmes par les êtres humains, le monde est plus exposé que jamais à des épidémies mortelles.
Deuxièmement, le SARS-CoV-2, donc l'agent infectieux à l'origine de la COVID-19, est toujours présent dans notre environnement. À l'instant même, certains d'entre vous sont peut-être infectés ou y ont été exposés sans le savoir. Les variants préoccupants ou d'intérêt continuent de représenter une menace pour la santé publique. Troisièmement, parallèlement à la circulation du microbe, les traitements de données de santé à caractère personnel ont toujours cours, du moins en partie. Aujourd'hui, en Belgique, lorsque vous êtes dépisté pour la COVID-19 ou que vous êtes vacciné, vos données sont toujours collectées et toujours conservées dans des entrepôts de données. En vertu de traitements ultérieurs, la délivrance des certificats de test, de rétablissement, de vaccination est encore possible. Et des rapports épidémiologiques sont encore régulièrement publiés par l'Institut scientifique de santé publique en Belgique, CNCNO. Bref, les données covidiennes sont toujours introduites dans des machines, des serveurs, des bases de données et des logiciels. La population, comme les autorités publiques, peuvent encore se fonder sur les connaissances résultant de ces traitements pour agir ou réagir. Le discours politique présentait pourtant les dispositifs de surveillance comme des objets temporaires. Eh bien, c'était un leurre. Les parlements fédéral et fédérés en Belgique ont adopté des textes formels, génériques, habilitant leur gouvernement ou d'autres entités à réactiver ces dispositifs ou à réorienter leur finalité en cas d'émergence d'une maladie infectieuse à haut potentiel de propagation. Il y a donc un intérêt à examiner ces dispositifs sur le plan scientifique, puisqu'ils sont entrés dans la postérité, qu'ils marcheront désormais avec nous, pour ne pas dire en nous. Cet intérêt est d'autant plus vif que la littérature est revenue longuement sur les états d'urgence et ses déclinaisons. En revanche, les chercheurs n'ont pas été avides des dispositifs de surveillance qui s'inséraient dans ces états d'urgence, et certains diraient même qu'ils s'y insèrent toujours, les états d'urgence ayant été en quelque sorte pérennisés. Il reste à savoir comment étudier ces dispositifs, par quel angle faut-il les prendre. Le reste de mon intervention expose le cadre conceptuel sur lequel je me suis appuyé. Vous comprendrez qu'il conduit à une posture méthodologique particulièrement féconde pour les sciences juridiques. Mais, en parallèle, il pose une série de défis d'accessibilité à l'information qu'il convient de surmonter pour garantir la vérité scientifique. Alors, en qualité de juriste, également ancien avocat, sans formation dans les autres sciences sociales ou les autres disciplines techniques, je n'étais pas bien équipé pour explorer en profondeur les dispositifs de surveillance covidiens. Je risquais de me cantonner à ma zone de confort, c'est-à-dire à n'étudier que la couche visible, formelle du droit, pour vérifier sa conformité aux standards supérieurs. Je devais m'outiller adéquatement pour observer pleinement aux sciences scientifiques du terme mes objets. J'ai finalement dégoté le concept d'infrastructure socio-technique, préfiguré par la sociologue Susan Meister à la fin des années 1990. Avec l'infrastructure, le point d'entrée dans l'analyse n'est pas le droit en tant que tel. Il s'agit plutôt des réseaux sociotechniques mis en mouvement par les artefacts étudiés. Ceux-ci reposent sur une volée d'actants humains, non humains, interconnectés, dont les relations s'articulent sur, au sein, autour d'un réseau. Un réseau qui intègre des configurations du monde et qui produit de nouvelles configurations. C'est ainsi que le géographe H. Amin explique que les infrastructures ne sont pas inertes. Elles ne sont pas toujours déjà là. Elles sont au contraire traversées d'agentivité et de signification. Quelles sont les répercussions pour le chercheur en sciences juridiques? Eh bien, la perspective, elle change. L'approche infrastructurelle appelle une posture méthodologique différente. Le juriste n'est plus cantonné à l'observation extérieure, passive de ces objets. Il est positionné activement dans leur fort intérieur. Il part en quête du secret de leur tréfonds. Le champ des possibles s'élargit alors. Il est mieux placé pour détecter les valeurs, principes et règles juridiques qui font corps avec les objets passés au crible, au point d'être coextensifs de ceux-ci. Donc, à partir du postulat que le droit peut être un paramètre infrastructurel. J'illustre ce postulat en prenant pour cas le dispositif du certificat sanitaire, le quatrième dispositif dont j'ai parlé plus tôt. Rappelez-vous le cadre, le framework techno-juridique de l'Union européenne. Il est déployé à l'été 2021 et comporte deux volets.
Le premier est à l'écran. Il est composé d'une plateforme technique permettant l'échange de clés de vérification des certificats entre autorités nationales compétentes, garantissant ainsi la fiabilité des certificats présentés par les administrés et donc leur interopérabilité sur le continent européen. Ensuite, les règlements européens et les décisions de la Commission européenne balisent juridiquement les traitements de données de santé, des données dites sensibles au sens du règlement général sur la protection des données. L'Union européenne autorise concomitamment les États membres à étendre la portée spatiale et matérielle des certificats à des fins nationales, à condition que cela repose sur une législation interne. En Belgique, l'autorité fédérale et les entités fédérées s'engouffrent dans cette autorisation. Elle crée le Covid Safe Ticket, d'abord à titre expérimental pour les grands événements et puis pour accéder aux restaurants, bars, cinémas, musées, etc. En mars 2022, le Covid Safe Ticket est désactivé et en juin 2023, les règlements européens sont abrogés. Sauf que, depuis lors, l'Organisation mondiale de la santé développe sa propre plateforme technique basée sur le benchmark européen. Et le Conseil de l'Union européenne, qui est donc une institution composée des États membres de l'Union, encourage les gouvernements à se connecter à cette plateforme universelle afin de poursuivre la délivrance et la vérification des certificats sanitaires lorsque la situation le requiert. Quelles opérations sociotechniques sont à l'œuvre dans ce quatrième dispositif de surveillance? Elles apparaissent à l'écran. Le certificat sanitaire possède sa propre base de données. Il est branché à deux autres dispositifs de surveillance. Le traçage d'un côté, la vaccination de l'autre. Lorsque vous êtes dépisté, les informations sont enregistrées dans un entrepôt de données appelé la base de données 1, en vert à l'écran. C'est à partir de lui, de cet entrepôt, que l'on peut vous tracer. Lorsque vous êtes vacciné contre la COVID-19, les informations sont enregistrées dans un autre entrepôt de données appelé Vaccinet Plus, en rouge à l'écran. C'est à partir de cet entrepôt que l'on sait si vous êtes vacciné. On voit que les bases de données de traçage et de vaccination sont détournées de leur finalité première pour permettre la délivrance des certificats. C'est une forme de function creep. Les données des personnes dépistées et vaccinées sont intégrées à la base de données des certificats. Ensuite, un logiciel les traite, écrit des certificats de test, de rétablissement ou de vaccination dans un format numérique ou papier. Chaque certificat comporte un QR code que les autorités compétentes et les personnes légalement autorisées, comme les serveuses et les serveurs dans les bars, peuvent scanner. La base de données de certificats est connectée à la plateforme technique de l'Union européenne, que j'ai évoquée juste avant, pour échanger les clés de vérification des certificats belges et extraire les clés de vérification des certificats étrangers. Les certificats d'origine belge peuvent ainsi être utilisés sans difficulté à l'étranger et inversement, les certificats d'origine étrangère peuvent être utilisés sur le sol belge. Alors, j'aurais pu m'arrêter là parce qu'on en sait déjà beaucoup. Mais l'approche infrastructurelle m'a poussé à aller un cran plus loin. J'ai fait deux découvertes notables. Premièrement, les responsables du traitement des données des certificats sont l'autorité fédérale et les entités fédérées belges. Elles ont désigné un sous-traitant qui est une agence publique flamande appelée Digital Vlaanderen, qui appartient donc à la Flandre, entité fédérée située au nord du pays. En vertu du règlement général sur la protection des données, cette relation doit être formalisée dans un contrat ou un acte juridique. Je me suis donc posé la question suivante. Existe-t-il un tel contrat ou un acte juridique? Et si oui, où se trouve-t-il? J'ai introduit. L'agence est publique. Agence publique. Là, tu dis sous-traitance, c'est un sous-traitant du secteur public. Un sous-traitant du secteur public. Oui, tu t'en interrompu. Tout à fait. Et donc, j'ai introduit une demande d'accès à ce document, donc au contrat ou à l'acte juridique auprès des responsables du traitement et du sous-traitant. Et dans leur réponse, parce qu'ils m'ont répondu, ils m'ont fourni une copie de certaines parties du contrat de sous-traitance, en néerlandais, sinon c'est pas drôle. À la lecture du document, le regard se fige sur l'annexe 2. On y voit que le sous-traitant Digital Vlaanderen a sous-traité un sous-traitant ultérieur qui a contracté avec plusieurs autres, dont l'un a encore sous-traité un sous-traitant qui s'appelle Amazon Web Services. C'est un élément intéressant, quoique troublant, pour les Européens.
On ne sait pas exactement quel est le rôle d'Amazon Web Services. En tout cas, ce n'est pas clairement précisé dans le contrat de sous-traitance. Mais voilà une chaîne de sous-traitance qui pourrait avoir pour effet de diluer la responsabilité du traitement et qui participerait en outre du non-recours au droit. La seconde découverte porte sur ce que l'on appelle les règles d'acceptation des certificats. Ces règles déterminent non pas la fiabilité des certificats, mais leur validité. Par exemple, les certificats de test ne sont valables que pour une courte période, 24, 48, 72 heures. Les certificats de rétablissement ne peuvent être délivrés que 11 jours après un résultat de dépistage positif et sont valables pendant 180 jours. Les certificats de vaccination ne sont valables qu'après 2 doses de vaccination selon le type de vaccin. Si une personne vaccinée est ensuite infectée, son certificat de vaccination sera suspendu pendant 11 jours. À cet effet, le certificat est enregistré dans une liste spéciale. Et donc, ces règles d'acceptation que vous avez ici à l'écran, elles sont encodées dans le réseau socio-technique numérique des certificats. Elles sont exécutées automatiquement par des logiciels et des applications mobiles. Elles sont perméables à l'évolution du virus et, le cas échéant, aisément adaptables par les autorités compétentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services de police et les personnes également chargées des opérations de vérification du certificat, celles qui scannent le certificat, n'ont plus à déterminer eux-mêmes si les règles d'acceptation sont respectées. C'est la machine qui s'en occupe et elle le fait de façon uniforme et rapide. Comme le dirait une ancienne ministre de la Santé en Belgique, c'est facile. Nous avons ici un exemple du droit comme paramètre infrastructurel. Un dernier point d'attention sur la liste des certificats de vaccination suspendus pour les personnes infectées que j'ai rapidement évoquée. En examinant l'analyse d'impact relative à la protection des données du dispositif du certificat sanitaire, elle aussi en néerlandais, on lit que les services d'Amazon Web Services ont été utilisés. Cela signifie que le sous-traitant que j'ai évoqué plus tôt manœuvre l'hébergement de cette liste. Cette prestation de service soulève des enjeux sécuritaires d'extraterritorialité pour les Européens. Parce que si le siège d'Amazon Web Services est situé au Luxembourg, c'est une filiale d'Amazon Incorporation basée aux États-Unis. Bon, vous voyez que l'infrastructure est un outil analytique et empirique riche et précieux. Elle révèle une grande partie des agencements architecturaux des objets placés sous le regard scientifique. Avec l'approche infrastructurelle, j'ai pu identifier les principaux flux de données covidiens et détecter leurs paramètres juridiques. Vous pouvez visualiser une cartographie incomplète toutefois à l'écran. Mais cette approche s'accompagne inévitablement de défis d'accessibilité informationnelle. Car en investiguant les réseaux sociotechniques, on est confronté à de la documentation technique, des protocoles d'échange, des standards, des analyses d'impact, des modules de formation, des descriptions fonctionnelles des logiciels, mais aussi du code et des principes informatiques. Pour les dispositifs de surveillance covidien, certains documents pouvaient être téléchargés directement depuis l'Internet. D'autres, en revanche, ne l'étaient pas. Même lorsqu'ils étaient accessibles, certains documents restaient incompréhensibles en raison de leur technicité. Vous avez un exemple à l'écran, qui était donc confronté à des problèmes de transparence, d'explicabilité et d'intelligibilité. Et il faut dire que ces problèmes, ils ont affecté la recherche doctorale, car je n'étais pas en mesure de vérifier les hypothèses nombreuses sur lesquelles je travaillais. Faut-il pour autant rester les bras ballants? Je suis d'avis que non, car si c'était le cas, ce serait prendre le risque de fournir une analyse juridique incomplète de l'action publique pendant une période de déterminisme sanitaire. Je suis d'avis que la recherche scientifique a une fonction démocratique. Elle doit pouvoir contrôler l'autorité publique et le faire de façon effective sans être enracinée et enchaînée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est financée par de l'argent public. C'est une jauge de vitalité, de robustesse d'un régime démocratique. Depuis longtemps, la recherche-action est le fer de lance de l'école de Bruxelles. Elle est documentée dans 2 ouvrages récents. Résolu à établir ou à rétablir la vérité scientifique, je l'ai appliqué à ma recherche doctorale. La recherche-action colle bien à l'infrastructure, qui fait du chercheur un sujet actif, participant et résilient.
J'ai donc fouillé dans le droit pour déceler des moyens d'obtenir davantage d'informations de la part des autorités publiques. Je me suis alors souvenu de mes cours de droit administratif à l'université. À l'époque, mon professeur nous a appris que l'administration est débitrice d'une obligation de publicité en application de l'article 32 de la Constitution belge. Elles doivent activement partager certaines informations. Les administrés jouissent, eux, d'un droit fondamental d'accès aux documents administratifs. En d'autres termes, toute information qu'une administration détient. On jouit de ce droit dès lors que le document existe, qu'ils ne sont pas publiés forcément et qu'aucune exception légale ne s'applique. Avec l'accord de mon comité de suivi, j'ai fait usage de ce droit dans le cadre de ma thèse. J'ai ainsi contacté plusieurs autorités publiques pour poser des questions et formuler des demandes d'accès à des documents. Vous avez la liste à l'écran. J'ai agi à la manière d'un journaliste d'investigation. La plupart des autorités publiques ont fourni des réponses claires. Certaines, en revanche, ne m'ont pas répondu. Face au silence de l'administration, j'ai décidé de me tourner vers les commissions fédérales et fédérées d'accès aux documents administratifs. Ces instances, ces commissions sont spécialement désignées par la loi pour connaître ce type de situation. Ces instances ne sont cependant pas des juridictions. Ce sont des autorités administratives connaissant des recours organisés. À l'écran, vous voyez une décision de la Commission d'accès aux documents administratifs de la région Wallonne, une entité fédérée francophone. Elle juge que ma demande est partiellement fondée et ordonne à l'agence compétente de la région de communiquer les informations que j'avais quémandées. En retour, qu'est-ce qu'a fait l'agence? Elle a introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative belge, pour contester la décision de la Commission. En décembre, je suis intervenu dans la procédure qui est toujours pendante à ce jour. Alors, ce recours est un peu curieux, car c'est une agence de la région Wallonne qui a introduit un recours contre une décision prise par une entité de la région Wallonne. Donc, c'est comme si c'était la région contre la région. C'est entre autres pour ça que j'ai fait intervention dans la procédure, ne sachant pas si le gouvernement wallon allait déposer un mémoire en réponse. Je conclue pour ne pas trop déborder sur le temps. Si l'infrastructure est un outil analytique précieux, elle comporte aussi des écueils. Le secret en est un, mais le secret n'est pas une fatalité. Il peut constituer une surface sur laquelle agir et rebondir. En recourant à l'ingénierie juridique, c'est-à-dire en mobilisant les ressources du droit commun, ici administratif, le secret peut se retourner contre l'administration comme un boomerang. Cela ne garantit pas une victoire, mais on peut espérer de meilleures pratiques administratives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charlie, pour ce tour de force dans ta recherche et pour toutes les nouvelles idées que tu pourrais fournir à l'assistance de tes collègues doctorants. Et je demande s'il y a une question ou des questions précises sur la présentation de Charlie. Puis sinon, on peut aussi échanger après les deux présentations. Est-ce que tu te représentes seul en intervention? Oui, je représente seul. Alors, on a d'autres questions, mais c'est juste pour... Alors, dans ce cas-ci, je vais céder la parole à mon collègue Pierre-Luc Désiel, qui va nous introduire sur sa recherche. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, quand même. Oui. OK, parfait. Juste là, c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci, Monica, de présider ce petit panel dans une certaine mesure. Et merci, Charlie, d'être avec nous aujourd'hui. J'ai rencontré Charlie la première fois il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, dans une autre conférence où on recevait la doctorante de Maria. Et en parlant, ben, on s'est dit, bon, on travaille sur des choses qui sont très similaires, finalement. Et c'est peut-être pas étranger parce que dans une certaine mesure, mon directeur de thèse, mon ancien directeur de thèse, Karim Beniclef, est un grand ami de ce que je crois comprendre, un grand collaborateur de Benoît Freeman et Grégory au Centre Perelman, donc l'école de Bruxelles. Et on a rédigé à un certain moment, moi j'ai fait mon doctorat au Centre de recherche en droit public, l'école de Montréal, un livre un chapitre sur l'école de Montréal qui a été écrit par Karim et où j'ai
j'ai un peu contribué par la recherche. Donc, c'est peut-être pas étranger qu'on ait des approches qui sont similaires. Et c'est ce que je trouve qui est assez intéressant, non seulement de travailler sur des problèmes qui sont assez communs, finalement, assez similaires, mais on a adopté des méthodologies, finalement, sans se consulter, sans se parler, qui sont presque identiques, finalement, puis on arrive à peu près au même résultat dans une certaine mesure. Donc, je trouvais ça super intéressant de comparer tout ça. Donc, évidemment, mon projet est moins élaboré et moins pertinent que celui de Charlie, mais je vais quand même vous le présenter un petit peu. Moi, j'ai travaillé sur l'application Alerte COVID, qui est l'application qu'on avait, l'application d'exposition à la COVID-19 qu'on avait au Canada. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler un petit peu de cette application-là. Pourquoi j'ai fait la recherche, c'est quoi le problème que j'avais à la base, c'est quoi les méthodes que j'ai employées, c'est quoi les résultats, puis comment est-ce qu'on peut expliquer ces résultats-là et qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport à comment ces dispositifs-là sont utilisés en temps de crise et puis aussi c'est quoi le rôle du droit, là, finalement, de pouvoir interroger les choses un peu par la suite. Et comme tu dis, moi, je pense qu'il faut continuer d'interroger ces phénomènes-là, même si la COVID est terminée. Je pense que il y a un post-mortem à faire, il y a à voir quelles ont été les bonnes pratiques, les mauvais coups, de sorte que si on arrive dans une autre pandémie, et les chances sont qu'on aura sans doute d'autres pandémies pour la suite des choses, on soit un peu mieux équipé pour savoir comment est-ce qu'on va procéder de manière responsable. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je me suis intéressé à Alerte COVID. Alerte COVID, c'est l'application qui a été utilisée, l'application de notification d'exposition à la COVID-19 qui a été utilisée, recommandée en tout cas par le gouvernement du Canada à partir du mois de juin 2020. Il y avait beaucoup de débats au Québec, au Canada, sur le type d'utilisation qui devait être utilisé. Le NINA avait développé une application qui utilisait l'intelligence artificielle COVID, qui était vraiment intéressante aussi, et qui, finalement, le gouvernement Justin Trudeau a décidé de recommander l'application Alerte COVID, qui était développée un peu plus par le secteur privé. On en a parlé un petit peu aussi de l'imbrication entre le secteur privé et le secteur public tout à l'heure, qui fonctionnait avec les API de Google, ce genre de choses-là. Donc, l'objectif de ces applications-là, on en a parlé, vous le savez, c'est qu'on ait le plus tôt possible certains avertissements, des early warnings sur une possible exposition à la COVID-19 pour qu'on puisse adopter des comportements qui soient responsables pour endiguer la pandémie. Donc, soit s'isoler soi-même, arrêter de fréquenter certaines personnes, se laver les mains. Il y avait certains conseils là, personnalisés qui nous étaient donnés à partir de ce moment-là. Et on sait que dans une situation pandémique, plus tôt on agit, plus les gens, plus tôt les contacts sont freinés, plus on a de chances d'endiguer la pandémie parce que évidemment, la progression à travers le temps, elle est exponentielle. Donc, l'objectif de cette application-là était de notifier les personnes d'une possible exposition, donc soit pour ensuite aller se faire tester, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est, de s'isoler, faire ce genre de comportement-là. Donc, un outil de lutte, dans une certaine mesure, qui nous était présenté comme ça à la COVID-19. L'application Alerte COVID a été utilisée par toutes les provinces et les territoires canadiens, à l'exception, il y en a quand même quelques-uns, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nunavut et du Yukon. Donc, il y a 8 juridictions canadiennes qui l'ont utilisée et au final, l'application a été en œuvre, on pourrait dire, a fonctionné pendant près de 2 ans, jusqu'en juillet ou juin 2022. Et au total, je vais revenir un petit peu plus tard, il y a plus de 450 000 notifications qui ont été envoyées à travers les téléphones. Donc, 450 000 personnes, plus là, finalement, qui ont activé la fonctionnalité qui était atteinte du COVID, qui avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19 puis qui avait activé cette chaîne de notification-là au contact. Donc, à ce moment-là, évidemment, il y avait beaucoup de débats sur l'utilisation de ces applications-là, sur l'impact que ça pouvait avoir sur le droit à la vie privée des personnes. Charlie en a parlé. À ce moment-là, on s'inquiétait de tout ce qui était le vocabulaire autour de la question du traçage. Certaines applications, au début, quand elles étaient développées, utilisaient des coordonnées GPS. Donc, on avait vraiment l'impression qu'on allait suivre les gens. Évidemment, les données de géolocalisation, c'est quelque chose d'excessivement sensible. Donc, il y avait vraiment cette crainte de surveillance de masse qui se mettent éventuellement en place. Et donc, quand on a commencé à utiliser Alerte COVID, il y a différentes technologies qui ont été mises en place. Donc, on n'a pas utilisé GPS, on a utilisé plus la technologie Bluetooth. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et à partir de ce moment-là, quand on a décidé de recommander Alerte COVID, ça a commencé à aller
Stop COVID, Alerte COVID, pardon, je trouve toujours l'application française, l'application québécoise, canadienne. Il y a 2 documents qui ont été publiés. Le premier, qui était une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, une EFVP ou une Privacy Impact Assessment du gouvernement du Canada, et le CPVP ou le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui est le grand régulateur de nos lois en matière de protection des renseignements personnels au Canada, a fait un examen préliminaire de conformité d'alerte COVID pour essayer de voir là, quels étaient les principaux enjeux en matière de protection de la vie privée que tout ça soulevait. Les 2 documents sont arrivés sensiblement aux mêmes conclusions. C'est que les principaux principes de protection des renseignements personnels qu'on trouve dans nos lois sont respectés. Ce sont des applications qui, selon ces 2 entités-là, représentent des risques minimes pour la protection de la vie privée des personnes. Dans plusieurs des cas, on va nous dire que ce ne sont pas des renseignements personnels qui sont collectés, que l'application fonctionne avec des renseignements qui sont anonymes, que les principes de limitation de la collecte, de minimisation, de conservation, de légitimité de la finalité sont tous des principes qui sont respectés. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des risques qui sont très, très faibles par rapport au droit à la vie privée des personnes. Certaines recommandations qui sont émises, par exemple, de dire que ce sont des données qui sont anonymes, c'était pas tout à fait juste, donc on voulait corriger certaines petites choses, mais qu'essentiellement, c'était des applications qui représentaient presque aucun danger pour le droit à la vie privée, pour la protection des renseignements personnels des personnes. Le gouvernement du Québec, en recommandant l'application Stop Alerte COVID au Québec, disait que c'est une application qui était 100% confidentielle, 100% anonyme et 100% sécuritaire. Alors, on était plusieurs à leur dire que d'utiliser un vocabulaire aussi catégorique, aussi sans exception, était peut-être un petit peu problématique. Donc, c'est quoi le problème avec tout ça? On a une application, on a 2 documents, le commissaire à la protection de la vie privée, dans son analyse de conformité préalable, qui va nous dire que préliminaire qu'il n'y a pas d'enjeu, il y a certaines choses à surveiller, notamment sur l'efficacité de l'application, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à voir là. Le document du gouvernement du Canada va nous dire, nous, on a fait toute une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, il n'y a pas d'enjeu. En fait, pour être honnête avec vous, on ne collecte même pas des renseignements qui sont personnels, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu de vie privée. Donc, d'un perspective de recherche, c'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que ces 2 documents-là ne fournissent qu'une analyse partielle d'alerte COVID. Alerte COVID, je vais y revenir un petit peu plus tard, il y a 3 composantes et les documents fédéraux ne disent presque explicitement, s'intéressent qu'à 2 des 3 composantes de l'application. Et pour certaines raisons, ça a été présenté par plusieurs et pris même par les provinces, on va le voir un petit peu plus tard, comme étant un document qui porte sur l'entièreté de l'application. Et il y a peut-être derrière là, comme Charlie en disant, quelque part, une forme d'opacité, parce que ce sont des documents, je ne sais pas si vous les avez lus, mais qui sont très difficiles à comprendre. On nous explique comment Alerte COVID fonctionne et c'est assez difficile. Il y a ces jetons qui sont échangés avec des clés asymétriques et puis des digital handshakes, ce genre de choses-là. C'est assez difficile à comprendre, surtout dans un contexte de crise. Et donc, c'est peut-être cette espèce d'urgence, d'opacité-là qui a fait en sorte qu'on ait pris ça comme un bloc monolithique, alors qu'une lecture attentive de ces 2 documents-là va nous montrer qu'en fait, certains des principaux enjeux en matière de protection des renseignements personnels étaient contenus ou se trouvaient dans des composants de l'application qui n'avaient pas été traités par les documents. Je reviens très rapidement sur comment fonctionnait l'application, parce qu'on n'a pas le choix, en quelque part, de comprendre comment fonctionne l'application pour voir où se trouvent ces enjeux-là. Donc, je ne vais pas vous lire les 40 pages de l'EFVP, très difficile à lire. Après l'avoir lu 4 fois, je n'étais pas encore certain de comprendre. Je pense que je comprends maintenant. Je vous le résume. L'application fonctionne par l'échange d'informations entre les différents téléphones. Okay? Donc, c'est pas du GPS, c'est pas une géolocalisation. C'est ce qu'on appelle je prends mon téléphone, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est très illustratif comme ça. C'est un prop. C'est comme, bon. Et donc, c'est de l'échange d'informations entre les appareils. Donc, ce que va faire l'application une fois qu'elle est activée, elle va se connecter au Bluetooth, le Bluetooth va être activé et va envoyer des signaux et être toujours en alerte pour recevoir des signaux. Donc, disons qu'ici, tout le monde a l'application, moi je rentre, mon téléphone envoie un signal qui est unique à moi, donc moi je vous envoie la lettre A, et tous vos téléphones vont enregistrer la lettre A, en voulant dire, le téléphone A, mon téléphone a été à proximité du téléphone A. Et moi, je reçois le B de Patrick, le C de Jacinthe, et vous recevez tout ça. Okay?
Une fois, si moi, finalement, je suis testé à la COVID-19, je vais devoir aller chercher une clé d'activation de notification et je vais activer la notification. Et ce que ça va faire, c'est que ça va dire l'information A, elle est associée à un diagnostic positif à la COVID-19. Mon téléphone, à chaque 24 heures, va envoyer cette information à un serveur central qui est le serveur du gouvernement fédéral. À chaque 24 heures, tous vos téléphones vont aller télécharger cette information-là dans le serveur central, puis comparer la liste des personnes qui ont reçu un diagnostic positif à ceux avec qui j'étais en contact dans mon téléphone. Donc, vous, votre appareil va faire, ah ben, moi, dans la liste, je vois que A a COVID-19, le téléphone voit que le téléphone de A était à proximité, donc sans doute que le téléphone qui appartient à cette personne-là a été exposé à la COVID-19. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a jamais de renseignements personnels en tant que tel. Il y a des petits, ce qu'on appelle ces poignées de main numériques, ces digital handshakes qui sont envoyés. Et là, évidemment, moi, pour encore plus de sécurité, moi, j'envoie le A, c'est des listes qui sont beaucoup plus compliquées, mais 10 minutes après, ça va être A+. En bref, l'information va toujours changer pour être sûr que ça soit toujours protégé. Donc, on voit très bien qu'il y a 3 composantes à l'application Alerte COVID. Il y a l'application sur le téléphone en tant que tel, il y a le serveur central qui est fédéral, mais il y a aussi le serveur de clé qui me permet, moi, d'activer mon phénomène de notification. Et ce serveur-là, il est administré par les provinces. L'application, elle est fédérale, le serveur central, il est fédéral, mais tout ce qui est attribuer une clé de notification à chacun d'entre nous une fois qu'on a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, c'est administré par les provinces. Et cette composante-là n'est pas analysée dans les documents qui sont fédéraux. On va nous dire, les provinces, la santé, c'est eux qui administrent ça, c'est eux qui auront des diagnostics, s'occuperont pour distribuer les clés d'activation du processus de notification. Ils le feront en respectant la vie privée des personnes. Nous, on ne s'intéresse pas à ça. Nous, on s'intéresse au A qu'on envoie ici et on dit que ça, il n'y a pas d'enjeu de vie privée. Donc, tout le monde a pris les 3 composants dans le même sac en disant, il n'y en a pas de problème, mais quand on lit un petit peu plus en détail le document, on se dit, mais en fait, les enjeux, ils sont un peu dans ce qui est mis de côté. Parce que si j'ai à vérifier votre état de santé, il faut bien que je vous identifie, que je vois qui vous êtes. Il faut que là, je vois un diagnostic médical. Donc, je commence à collecter du renseignement personnel et du renseignement personnel sur la santé qui est sensible parce que c'est des renseignements de maladies, c'est des éléments de diagnostic. Et donc là, il y a des risques d'atteinte à la vie privée, mais on nous tasse tout ça en nous disant que l'application, elle est 100% sécure, elle est 100% anonyme, elle collecte jamais de renseignements personnels. C'est vrai pour le fédéral, c'est vrai pour le provincial. C'est pas nécessairement vrai pour le provincial. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est de voir, qu'est-ce qui se passe au niveau provincial? Est-ce qu'on a de l'information sur comment sont collectés ces diagnostics, comment sont attribuées les clés uniques d'activation? Je vais voir sur les sites web des différentes provinces, sur les ministères de la Santé, le ministère de la Justice, et tout le monde nous renvoie vers le document qui est fédéral. Donc là, je me dis, bon, on a quand même un enjeu parce que on nous présente une application qui est 100% parfaite, qui n'a pas d'enjeu de vie privée, anonyme, mais en même temps, on nous dit qu'il y aura de l'information, d'un point de vue déductif, nécessairement de l'information de santé qui va être collectée, puis on n'a pas d'information sur comment ça s'est géré, comment ça s'est encadré, comment ça s'est protégé. Et la raison pour laquelle on veut s'assurer que tout le monde a véritablement un diagnostic de COVID-19, c'est pas pour qu'il y ait des fanfarons qui se mettent à activer la notification, qui vont quelque part dans un restaurant, puis après, qui activent ça pour faire peur à tout le monde. On voulait vraiment s'assurer que ce soit des personnes qui ont véritablement reçu des diagnostics. Donc, il fallait vraiment vérifier l'information. Et donc, nécessairement, il y avait une collecte de renseignements personnels qui allait devoir prendre place. Donc, on a cette espèce de trou-là analytique, on n'a pas d'information, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je m'en suis remis à peu près aux mêmes techniques que Charlie et j'ai envoyé des demandes d'accès à l'information. Celles et ceux qui font de la recherche, si vous ne l'utilisez pas, c'est quand même quelque chose de génial. Vous allez chercher plein d'informations finalement auxquelles les autres n'ont pas accès et on travaille pour vous la compiler, vous l'envoyer, c'est quand même ultra génial. Donc, j'ai envoyé une série de demandes d'accès à l'information qui ont été déposées auprès de tous les ministères de la Santé ou peu importe comment ils s'appellent,
dans les 8 juridictions où on utilisait Alerte COVID, sauf le Manitoba. Le Manitoba, parce qu'il fallait que tout soit fait papier, envoyé sur des enveloppes papier et que tout était renvoyé papier. Et donc, en plein COVID, c'était vraiment compliqué de faire ça. Et donc, j'ai fait toutes les autres provinces et territoires. J'ai payé le 5-10 $. J'ai fait toutes les petits trucs, là, les pirouettes qu'on nous demande de faire pour faire des demandes d'accès à l'information. Et donc, j'ai envoyé à chaque fois une demande qui était en 2 temps. La première, c'était d'expliquer le projet de recherche. Pas nécessaire de le faire, mais je voulais vraiment que les gens comprennent pourquoi je demandais cette information-là pour me donner de l'information qui était pertinente. Leur dire, regardez, moi, j'ai lu ces 2 documents-là. Le document nous dit que, grosso modo, il y aura des composantes qui sont administrées par les provinces et les territoires. On n'a pas d'information, donc je veux de l'information sur ça. Je cherche cette information-là. Et puis la deuxième partie, c'était toute la liste des documents que je cherchais. Donc, je vous ai mis, c'était une liste qui était très exigeante. C'était tous les documents que j'ai demandés. Donc, tout ce qui était les politiques de gestion et de gouvernance des données, des renseignements personnels qui étaient liés au volet provincial de l'application, tout ce qui était relatif au mécanisme de génération et d'attribution des clés d'identification uniques. Donc, les clés d'identification uniques, c'est ce qu'on vous attribue comme code unique que vous rentrez dans l'application pour activer la notification, et la manière dont ils sont ou non appariés au diagnostic positif à la COVID-19 au sein des provinces et des territoires. Tout ce qui était les politiques liées à la gestion des accès aux renseignements et les mesures de sécurité techniques, organisationnelles ou physiques qui permettaient d'assurer la protection de ces renseignements-là. Le protocole d'entente conclu avec le gouvernement du Canada en lien avec la protection des cas à usage unique. La raison en est que dans le PIA du gouvernement fédéral, le fédéral nous dit on va avoir des ententes avec les provinces pour leur dire qu'ils doivent respecter les renseignements personnels. Et donc, je voulais avoir toutes les ententes ou les protocoles d'entente qui étaient conclus. Toute la nature des renseignements qui étaient collectés, tous les rapports d'experts ou les opinions juridiques, techniques ou autres qui étaient liés à l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en lien avec l'administration, la mise en place ou la gestion du volet provincial de l'application, tous les documents relatifs à la conservation, la liste des acteurs, entreprises ou organismes qui étaient liés à l'administration provinciale ou territoriale de l'application Alerte COVID. Donc, j'ai envoyé toutes ces demandes-là entre le mois de mars et février 2021, si je ne m'abuse, quelque chose qui ressemble à ça. C'est encore dedans. Hein? C'est encore actif. On était encore dedans. Oui, absolument. L'application était encore active. Les résultats. J'ai eu un désert parce que j'ai pas reçu beaucoup d'informations, ou en tout cas pas beaucoup d'informations pertinentes, et ça, en tant que tel, c'est déjà un résultat de recherche. Donc, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick n'ont toujours pas répondu. Donc, j'attends. Peut-être que ça va aller. Et la Saskatchewan l'a fait en décembre 2024, et j'ai vérifié dans mes courriels hier, c'est en 2022 que j'avais envoyé ça, ça faisait un peu plus de 2 ans que j'attendais l'information. Donc, évidemment, c'est pas dans l'analyse. L'article, je l'ai envoyé, il va être publié la semaine prochaine, je l'ai envoyé bien avant ça. Donc, voilà. Et j'ai reçu des documents qui parlent de la Nouvelle-Écosse, des territoires du Nord-Ouest, du Québec et de l'île du Prince-Édouard. Et ces documents-là, à mon avis, montrent qu'il n'y a pas eu de réelle prise en charge des enjeux qui étaient liés à la vie privée des personnes ou à la collecte des renseignements personnels. Puis, je vais essayer de vous montrer pourquoi, et de vous montrer c'est quoi les implications derrière tout ça. Je l'ai dit tout de suite, je ne pense pas que ce soit une question de mauvaise foi ou d'incompétence. Je pense que c'était vraiment juste lié à l'urgence de la situation, puis en quelque part la déférence envers le discours fédéral qui prononçait à tout vent que l'application, et c'est comme ça qu'ils l'ont marketé auprès des provinces, l'application qui est complètement sûre, vous n'avez rien à faire, clé en main, prenez-la, appliquez-la. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu de la Nouvelle-Écosse? Et vous allez voir, on m'envoie beaucoup de stock parce que ça a été quand même long à regarder, mais rien vraiment de très, très pertinent, sauf quelques petites exceptions. Donc, le tableau de bord, le dashboard du centre d'appel d'alerte COVID et le rapport hebdomadaire du service de courriel générique, c'est-à-dire les gens, le hotline pour COVID, là, quand ils ont des questions, on posait des questions et puis on leur envoyait des informations. Donc, j'avais des données sur les statistiques que les gens posaient. Un PowerPoint qui était présenté par Santé Canada, un PowerPoint de Santé Canada, quand la Santé Canada fait une présentation aux provinces sur l'application Alerte COVID, des courriels entre certains membres de l'administration faisant suite
à la présentation de Santé Canada et encore plus de données sur le centre d'appel qui avait été envoyé à la province. Un document de 2 pages utilisé par les provinces pour désigner les représentants provinciaux qui seraient conviés pour le futur aux réunions de Santé Canada. Un document intitulé « Concept du service de notification d'exposition à la COVID-19 » qui avait été rédigé par le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Ce fameux entente, cette entente ou ce protocole d'entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur le système de notification d'exposition à la COVID-19 et un document de 2 pages qui allait définir le mandat du groupe de travail fédéral, provincial, territorial en santé publique sur l'application nationale de notification d'exposition à la COVID-19. Je le passe rapidement, puis après je fais certaines observations. L'île du Prince-Édouard, une numérisation de faible qualité, quand je dis faible qualité, c'est vraiment, on n'y comprend rien, d'1 page d'un schéma de service produit par le Service numérique canadien, une entité fédérale encore, qui illustre les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la gestion de l'application, un checklist en matière de vie privée lié à l'application Alerte COVID qui a été élaboré par Santé Canada. Encore une fois, cette entente, ce protocole d'entente entre le Canada et cette fois-ci l'île du Prince-Édouard. Une autre, ou cette même présentation PowerPoint de Santé Canada. Une autre, par exemple, présentation PowerPoint du Service canadien numérique qui fournit des informations générales sur la stratégie de déploiement de l'application. Et un document de 124 pages qui présente les résultats liés à l'utilisation d'Alerte COVID, qui inclut donc le nombre de téléchargements, la répartition entre utilisateurs iOS, Android. Donc, à chaque semaine, ils faisaient ça. Donc, 124, c'est juste 2 ans de stats sur qui les a téléchargés, qui les a utilisés. Territoire du Nord-Ouest, on a notre entente, notre protocole d'entente, encore une fois. Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui est assez intéressante, réalisée par leur unité là, sur la protection de la vie privée du Canada au territoire du Nord-Ouest dans le domaine de la santé, qui ne révélait pas grand-chose, mais qui nous montrait quand même qu'il y avait une petite prise en charge qui se passait là, mais qu'il y avait quelque chose qui se passait aussi. Et au Québec, une note d'information de 2 pages sur les applications de COVID utilisant la géolocalisation, ce qui n'est pas le cas de Alerte COVID, à l'échelle internationale. Je pense que c'était une note qui avait sans doute été rédigée à l'interne pour voir pourquoi est-ce qu'on n'utilisait pas la géolocalisation, mais plus du Bluetooth. Un résumé succinct de l'application Alerte COVID sous forme de points clés, là, du bullet point. L'entente, protocole d'entente, encore une fois, qu'on retrouve là. Une réponse point par point à la liste des documents que moi je demandais, qui disait on ne collecte pas de renseignements personnels, on ne collecte pas de renseignements personnels, on ne collecte pas de renseignements personnels. Un passage intéressant sur lequel je reviendrai plus tard, on ne collecte pas de renseignements personnels, on ne collecte pas de renseignements personnels. Il n'y a rien à voir ici, mouvement. OK? Donc, qu'est-ce que nous disent tous ces résultats-là? Ben, on voit que ce sont surtout il y a beaucoup de documents du gouvernement fédéral, que ce soit Santé Canada ou Service canadien numérique, Service numérique canadien. Il y a beaucoup de présentations PowerPoint, de courriels, en fait, beaucoup de documentation qui a été faite par le gouvernement du Canada et qui s'était retrouvée entre les mains des provinces. Et on voit que les provinces fonctionnaient surtout à partir de cette documentation-là qui était fournie par le gouvernement du Canada. On voit qu'il y a beaucoup de documents qui étaient très courts, des PowerPoint, des résumés, des bullet points, des one-pager, two-pager, des petits scans, des courriels. Bref, en fait, ce n'étaient pas des documents très substantiels. Si on veut faire une analyse relative à la vie privée des choses, on a besoin d'un peu plus d'informations. On se serait attendu à des documents un peu plus rédigés, un peu plus complets, qui seraient provinciaux, pas fédéraux, avec plus que juste des petits PowerPoint. On n'a trouvé aucune politique de vie privée ou aucun cadre de gouvernance des données. Donc, par rapport à tout ça, on n'a rien eu finalement. Il y a quand même un certain nombre de documents qui est intéressant. Le protocole d'entente, je vais y revenir. Le FVP des territoires du Nord-Ouest, je n'y reviendrai pas. Et les questions-réponses qui ont été fournies par le gouvernement du Québec, au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Qu'est-ce que nous disait le protocole d'entente? Alors là, il y avait des choses qui étaient assez intéressantes. Le protocole d'entente, c'était le morceau principal qui m'a permis de déduire qu'il y avait clairement des renseignements personnels. En tout cas, ce serait fort étonnant qu'il n'y ait pas eu de renseignements personnels sur la santé qui étaient collectés par les provinces. Donc, dans cette entente-là, entre la province qui a été signée par chacune des provinces et le gouvernement fédéral, à la partie 5, on va nous dire que les provinces doivent ensure that queries to request the OTKs. OTKs, c'est les one-time keys, donc les clés d'activation, are not submitted unnecessarily or maliciously, and that the OTK are only distributed to individuals who tested positive
for COVID-19, and that only one OTK will be requested for each positive test result of an individual. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'on doit vraiment donner cette clé-là à une personne en tant que telle qui a bel et bien reçu un test à la COVID-19 et que dans une certaine mesure, on doit garder une trace parce qu'il faut qu'à chaque fois, il y ait juste une clé qui soit associée à un diagnostic, donc dans une certaine mesure, qu'on garde cette information. Un argument de nécessité. Oui, dans une certaine mesure, puis je vais revenir plus tard, c'est pas mal en fait. C'est une très bonne forme de collecte d'informations. C'est juste bizarre, comme je vais revenir, qu'on nous présente ça comme quelque chose de complètement parfait en fait. Donc, il y avait clairement une forme d'authentification et de vérification de l'état de la santé. Dans la partie 7, sur tout ce qui est un peu due diligence, sur les responsabilités des provinces relatives à la vie privée, on va nous dire que les provinces doivent prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables de sécurité, que ce soit physique, administrative ou technique, pour protéger toute l'information qui va être entre leurs mains dans le cadre de l'administration de cette application-là, et de prendre toutes les standards ou les meilleures pratiques qui portent sur la protection de la vie privée, la sécurité des données qu'ils vont avoir entre leurs mains. Okay? Donc, dans juste le protocole d'entente, on voit clairement que le gouvernement fédéral va dire quand il y a des renseignements qui vont aller entre tes mains, il faut que tu les protèges. Et dans une certaine mesure, tu peux juste envoyer les clés à des personnes pour lesquelles tu auras vraiment vérifié l'état de santé. Et par la suite, il faut que tu gardes une trace pour ne pas envoyer une clé différente deux clés différentes pour le même diagnostic, pour pas que ça vienne compromettre toute l'efficacité de la mesure. Donc, on avait déjà là une première indice qu'il y a sans doute une collecte de renseignements personnels qui se faisait là. Dans les réponses que j'ai eues du Québec, on va nous dire, voici le processus. Donc, ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai obtenu comme information. C'est pas moi qui retranscris ça. Voici le processus. Alors, comment est-ce qu'on génère les clés, l'attribution des clés à identification unique? On va nous dire que c'est de façon volontaire, le citoyen qui désire une clé va appeler la centrale téléphonique. S'il souhaite obtenir une clé, le répondant à la centrale doit vérifier son identité en lui posant certaines questions qu'il a effectivement obtenu un diagnostic positif à la COVID-19. Après ces vérifications, le répondant de la centrale québécoise génère une clé à usage unique qu'il transmet au citoyen durant l'appel, mais il n'est pas nécessaire d'entrer des données sur les citoyens pour générer la clé. Le citoyen saisit le code de la clé à usage unique afin d'activer l'application. Les données personnelles des citoyens ne sont pas conservées par les répondants. Les seules informations saisies sont de comptabiliser le nombre d'appels répondus et le nombre parmi ceux-ci qui ont donné lieu à l'octroi d'une clé à usage unique. Donc, ce qu'on va nous dire ici, c'est que clairement, quand la personne appelle, on vérifie son identité, on vérifie qu'elle a bel et bien reçu un diagnostic positif à la COVID-19. En soi, c'est une collecte de renseignements personnels. Okay? C'est dramatique au monde, mais c'en est une quand même. Et on va nous dire par la suite, et ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup dans la réponse du gouvernement provincial, on ne conserve pas les données. On ne les garde pas. Et ça, d'un point de vue juridique, ce n'est pas un argument. Parce que, en fait, dès lors que tu dis que tu les as conservés, ça veut dire que tu les as collectés. Et tu peux les collecter pendant une fraction de seconde, ça reste une collecte d'informations. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada est clair sur ce point-là, la jurisprudence est claire. Même si tu collectes par le biais d'une application juste une photo, puis tu le processes en 30 secondes ou en 1,2 secondes, puis ensuite l'image elle est détruite, tu as quand même fait une collecte d'informations, de renseignements personnels au sens de la loi. Okay? Donc, très clairement, à mon avis, il y a eu collecte de renseignements personnels d'un point de vue au niveau des provinces dans l'administration de l'application Alerte COVID. Ça a été une collecte de renseignements personnels et donc une utilisation de renseignements personnels qui a été faite, en tout cas de ce que moi j'ai pu constater, sans qu'il y ait de politique de protection de la vie privée, sans qu'il y ait de politique de gestion de ces renseignements-là. Et en tant que tel, là, il faut quand même le préciser, c'est pas une collecte qui était problématique d'un point de vue de la vie privée. C'était pas une collecte qui était qui était nécessairement illégale. Ça aurait été très, très simple de pouvoir la justifier, de pouvoir faire un petit cadre de politique, dire comment est-ce qu'on collecte ça, pourquoi est-ce qu'on collecte ça. Il n'y a pas en soi un problème, à mon avis, avec le type de collecte qu'on a fait. Ça respectait les principes de nécessité, de limitation de la collecte. Il y avait une belle fonctionnalité, c'est-à-dire de vraiment juste vérifier l'authentification de la personne. On ne voulait pas que l'application déraille, on voulait tout ça. Tout ça aurait été très, très, très facilement justifiable. Moi, ce que je me pose comme question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tout ça, ça a été fait en nous disant
il n'y en a pas d'enjeu de vie privée, on ne collecte pas de renseignements personnels, il n'y a aucun problème. Et c'est que là, il y a un décalage entre la façon dont on nous présente l'application, les garanties qu'on nous offre, et concrètement, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça a réellement fonctionné derrière tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus de 450 000 activations qui ont été faites. Donc, à travers le Canada, il y a plus de 450 000 collectes un peu banales, mais quand même, de renseignements personnels sur la santé des personnes qui ont été faites, des collectes qui auraient pu être tout à fait légitimes si elles avaient été faites de manière un petit peu plus transparente, à mon avis. Donc, on pose la question de savoir pourquoi est-ce que, dans une certaine mesure, ça a été fait de manière comme ça. Alors, je pense que très clairement, il y avait un sentiment d'urgence, on voulait aller vite. Dans le rapport final de Santé Canada sur l'application Alerte COVID, une fois que l'application a été fermée et décommissionnée, c'est quelque chose même que Santé Canada reconnaît. Ils ont poussé très fort, c'est une des leçons qu'ils ont tirées sur les provinces, il n'y a pas eu de dialogue avec les provinces, il n'y a pas vraiment de communication avec les provinces. Ils sont vraiment allés de front en disant, vous devriez utiliser ça dans l'urgence, et puis il n'y a pas vraiment eu de, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça a été vraiment pris par les provinces comme quelque chose que le Canada nous donnait, avec cette rhétorique, ce gros discours de « Regarde, c'est parfait, on a fait, nous, des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, le commissariat à la vie privée, passer là-dessus. » Puis on sent que les provinces, dans une certaine mesure, ont été assez différentes par rapport à cette position canadienne-là, ce qui se comprend, hein, parce que c'était vraiment dans une situation d'urgence et il fallait agir. Donc, quel genre de leçon est-ce qu'on peut tirer de ça? À mon avis, la première, c'est que dans des situations complexes comme celle-là, où on a des technologies complexes, morceler l'impact de la vie privée à travers différents documents, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Je pense que pour la suite des choses, quand on aura des applications comme ça, dire qu'on a une FVP, mais qui s'intéresse à 2 des 3 composantes, puis la troisième, on verra comment est-ce qu'on fait ça. Il faut avoir de la documentation qui est sur l'application dans son ensemble. Hein. Puis même Charlie en parlait tout à l'heure, le système, tu dois le regarder pas juste dans son ensemble technique, mais même les ramifications, les câbles souterrains, les égouts, tout ça. Là, on n'a même pas un portrait global de cette infrastructure-là. Donc, ces documents-là, en tant que tels, servent presque à rien tant qu'ils ne sont pas complets. Donc, ça, je pense qu'il y a quelque chose à regarder derrière tout ça. Je pense qu'il y a aussi une leçon qu'on doit faire sur comment est-ce qu'on communique des risques de vie privée dans des sociétés qui sont démocratiques, même en temps de crise ou en temps d'urgence. Je pense que le gouvernement fédéral, mais même le gouvernement provincial, j'ai participé aux audiences de la Commission des institutions là, sur l'application à la COVID, ils voulaient un peu réconfortant, très de posture paternaliste, tout va bien, inquiétez-vous pas, on a la meilleure solution, c'est foolproof, il y a zéro problème. Et ça, je pense que c'est une mauvaise façon de communiquer les risques technologiques d'atteinte au droit à la vie privée dans une situation de crise. Je pense que les gens sont capables de reconnaître qu'il y a peut-être des enjeux, que ces enjeux-là sont pas majeurs comme on peut les voir, et qu'on a pris les mesures pour bien les gérer. Dans une situation de crise, surtout une urgence sanitaire, dès lors qu'on va miner la confiance du public, des citoyens, des citoyennes, des patients ou des patientes, on le sait, c'est quelque chose qui a été prouvé, l'adhésion aux consignes sanitaires diminue drastiquement. Okay? Si les gens ont l'impression qu'on leur ment, qu'on leur raconte des histoires, qu'on leur raconte des sornettes, on a déjà eu ce problème à travers la COVID, la confiance diminue et l'adhésion envers les consignes d'isolement, éviter les lieux publics, lavez-vous les mains fréquemment, lavez vos brocolis en rentrant. Les gens, s'ils n'ont pas confiance dans les institutions publiques parce qu'ils ont l'impression que ça peut mentir dans un dossier, les suivront pas les consignes. Donc, c'est très important, dans une communication politique en temps de crise, de vraiment maintenir la confiance des gens. Et je pense que ça se fait avec une communication, en tout cas dans des contextes comme celui-là, de transparence, où on n'essaie pas de minimiser les risques. Là, avec Alerte COVID, il n'y a pas eu d'enjeu de protection de la vie privée. Il y a quand même eu 450 000 personnes qui ont vu des renseignements personnels sur la santé se faire collecter sans qu'on ait de traces de comment ça s'est fait, qui a fait ça, c'est quoi les politiques, comment est-ce qu'on a géré cette information-là. Et non seulement on n'en a pas beaucoup, mais pour aller chercher le peu qu'on a, il faut faire des demandes d'accès à l'information. Alerte COVID, on nous l'avait présenté comme une application presque sans faille. Or, vous vous rappelez peut-être, pendant 2 semaines, l'application n'a pas fonctionné sans que personne s'en rende compte. Au mois de novembre 2021 ou 2022, c'est les journalistes qui ont révélé ça. Ça faisait 2 semaines que l'application ne fonctionnait pas. Personne ne s'en était rendu compte. Cette magnifique application est juste tombée. Donc là, c'est un problème de fonctionnalité,
mais comme quoi les choses peuvent avoir des problèmes. Et là, à partir de ce moment-là, on a vu aussi que la confiance envers l'application a grandement diminué. Les gens se disent, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et on dirait que de l'autre côté, c'est une coquille vide, il n'y a personne qui regarde comment ça fonctionne. Okay? Les passeports vaccinaux, qui est quelque chose de différent, on a vu rapidement que les gens étaient capables de les truquer, de les trafiquer, qu'il y avait eu un marché par rapport à ça, que ça fonctionnait pas très bien, qu'il y avait des collègues de renseignements personnels qui étaient moins autorisés derrière tout ça. Ce que je veux dire, c'est que même dans des choses qui sont très bien faites, il peut y avoir des enjeux. Et présenter quelque chose comme parfait, c'est pas une bonne idée. Donc là, on nous a présenté quelque chose de parfait, puis on voit très bien que derrière tout ça, c'était pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y avait une collègue de renseignement personnel, et la conséquence en était que personne ne s'est occupé véritablement d'encadrer ça de manière correcte ou de manière responsable. Donc voilà, c'est un petit peu le projet que j'ai mené par rapport à ça. Et donc, encore une fois, c'est pas pour dire que c'est une mauvaise application, que c'est une application qui était dangereuse sur le point de vue de la vie privée, mais c'est une application qui prétendait quelque chose qu'elle n'était pas finalement. Et que derrière tout ça, il y avait de la collecte de renseignements personnels, et qu'au final, on a eu 450 000 notifications, collecte de renseignements personnels, sans qu'il y ait véritablement eu de suivi par rapport à tout ça. J'ai mis un bémol sur les limites de mon étude aussi. C'est l'accès aux documents que j'ai fait auprès du ministère de la Santé. Peut-être que si on avait élargi à d'autres institutions, d'autres ministères, on aurait trouvé d'autres choses. Il y a certaines juridictions qui me disaient allez voir finance, allez voir justice. Je l'ai faite quand j'avais le temps de le faire. Il n'y a rien revenu vraiment en tant que tel. Quoi qu'il en soit, c'était clair que c'était une application qui était administrée par le département, par le ministère de la Santé. Et c'est au ministère de la Santé que revient la responsabilité d'assurer la protection et la sécurité des renseignements personnels qui sont sous leur contrôle. Donc, c'est pas à la justice de faire le travail de santé sur ces enjeux. Donc, voilà. Merci. Voilà où j'en suis. Merci beaucoup. C'est fascinant. Inquiétant un peu peut-être. Si. En tout cas, de mon côté, je trouve être inquiétant, c'est je pense que ça veut juste dire qu'il faut être plus vigilant. Ce que je trouve inquiétant, en fait, c'est la difficulté de trouver l'information. C'est plus ça, je pense. Mais avez-vous des questions? Est-ce que quelqu'un aurait... Moi, j'ai une question ici. Quelqu'un... Oui, Patrick, ma question, c'est un peu pour vous deux. Quand vous faites la demande d'accès à l'information, il y a toute une liste de documents que vous avez. Est-ce que vous êtes inspiré d'autres demandes que d'autres chercheurs ont fait avant vous? Comment vous avez identifié ce genre de documents-là? C'est quand même, ta liste est impressionnante. Ouais. Bon, peut-être certains éléments, je comprends que tu as entendu parler d'une entente, donc tu as su qu'il y a des ententes, mais le reste, vous vous êtes inspiré des autres chercheurs ou vous avez juste vous êtes cassé la tête pour trouver… Alors, de mon côté, je ne me suis pas inspiré d'autres chercheurs. Il faut savoir que ce n'est pas une pratique qui est courante en Belgique. Peu de gens connaissent en fait l'article 32 de la Constitution. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Alors oui, moi j'ai eu de la chance, j'ai un prof en droit admin qui en a parlé, mais il n'a fait que l'évoquer. Je m'en suis rappelé aussi parce que je l'ai mobilisé quand j'ai été avocat. Et donc c'est ce qui fait que quand j'ai commencé mes recherches et que je n'avais pas l'accès à l'information, que j'étais bloqué, je me suis dit que je pouvais mobiliser et utiliser ces dispositions et ce droit fondamental. Mais donc ça, c'est plutôt moi qui ai imaginé les questions que j'ai posées et les documents qu'il fallait demander. Et ça vient aussi évidemment de toutes les lectures que l'on fait, de ce que l'on parvient à trouver sur Internet, les travaux parlementaires, les réponses des ministres, notamment en question aux interpellations des députés. Quand il y a un ministre qui nous dit qu'ils ont contracté avec telle entreprise, ça veut dire que normalement il y a un contrat, ce qui veut dire que potentiellement il y a un marché public, et donc il y a un cahier spécial des charges, et donc c'est comme ça qu'on identifie un petit peu ces documents. C'est au fur et à mesure, c'est vraiment un puzzle, et puis moi j'ai fait deux grandes demandes, deux grandes salles de questions, j'ai adressé deux grandes salles de questions aux autorités, une première en 2022, et puis une seconde en octobre 2023. Parce que la première salve de réponses que j'ai obtenue a conduit à des questions supplémentaires qu'il fallait que je résolve ou à des documents que j'ai pu identifier ou que même les autorités me communiquaient. Mais dans ces documents, on découvrait qu'il y avait d'autres choses qu'elles avaient entre leurs mains, mais qu'elles ne m'avaient pas communiquées. Donc voilà, ça s'est construit progressivement. Donc je ne me suis pas inspiré d'autres chercheurs pour imaginer ces questions.
Puis moi, j'ai regardé beaucoup, parce que les réponses aux demandes d'accès sont publiques. Il y a des, je ne me rappelle plus où tu peux les trouver, là, mais il y a un Sur le site site de la où tu as les- commission. Ouais, peut-être, Je pense, mais moi, j'en ai vu. non, je pense que c'est même directement sur l'organisme, sur le Ah. site des organismes publics. Eux, les questions qui se sont faites poser, Oui. ils les mettent publics, puis ils mettent les documents. Puis une des Mhm. choses, c'est qu'ils essaient d'éviter aussi que si ça a déjà été fait, que tu ne sois pas obligé de poser la critique, qu'ils ne répondent pas 2 fois finalement. Donc, moi, j'en ai regardé là, Mhm. puis c'est en fait en cherchant de l'information que je suis tombé sur une de ces réponses-là. Genre, ben, tant qu'à ça, moi, je vais poser mes questions aussi. Fait que je me suis un peu inspiré de ça. Nous, en plus, au CRDP, à l'Université de Montréal, il y a pas mal de monde qui faisait ça pendant leur doctorat aussi, donc c'était quelque chose que je connaissais. Pas mal. Il y avait quelques personnes, en tout cas, là, donc c'était quelque chose que je connaissais. J'en ai déjà fait, moi, très approximatif, là, juste pour certains points très, très, très précis. Et je me suis inspiré, en fait, du vocabulaire qu'on trouve dans la loi quand tu dois, c'est quel type de documentation tu dois faire quand tu as des renseignements personnels qui t'arrivent. Mhm. C'est une politique de gestion. Fait que ça, je me suis inspiré de ça. Et je me suis inspiré du vocabulaire aussi qui était dans le document de PIA. Et donc, tu t'inspires des autres demandes. Et puis là, après, il faut que celle que je vous ai présentée, c'est un peu la standard que j'avais. Après, c'est vraiment du modèle que tu as. Des fois, c'est des sites web, des fois, c'est des PDF que tu envoies. Dans le PDF, tu ne peux pas tout mettre, tu ne peux pas copy-paster. Il faut que. En tout cas, c'est juste un petit peu le modèle de base que j'avais. Oui, j'avais la traduction, j'avais tout ça. Là, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'avais un fichier de base, puis je balançais ça quand j'y allais. C'est impressionnant quand même parce que c'est aussi l'aspect work in progress, hein, que tu vois qu'est-ce que tu as reçu et tu ressens que tu n'as pas tout reçu, qu'il y a quelque chose là. Et souvent, eux, normalement, la plupart du temps, c'est 4 semaines de répondre. Okay. Mais ils peuvent te répondre en disant, pour différentes raisons, on a un délai supplémentaire, puis ils peuvent le pousser, puis le pousser, puis le pousser. Puis à un moment donné, ils arrêtent de le pousser, puis tu ne fais jamais rien. Ah, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas de sanction pour ceux qui ne t'ont pas répondu comme on t'a dit? À voir, là, à voir. Okay. Merci. Donc, ça veut dire qu'ici au Canada, vous n'avez pas l'équivalent de ces commissions d'accès aux documents administratifs. Vous avez? Si, tu l'as. Oui, c'est comme tu dis, là, c'est pas une vraie juridiction. Il y a des mots pour nommer ça. La commission d'accès à l'information, en fait, elle a 2 fonctions. Ouais. Elle a une fonction d'organisme public, mais aussi de juridiction parce qu'elle va trancher elle va trancher des différends entre les organismes à qui tu demandes. Par exemple, un ministère, si tu n'envoies pas ça, là, tu peux faire une plainte à la commission d'accès à l'information, mais les sanctions, là, je ne sais pas. Et chacune des provinces en a une aussi, là. Ça va leur ordonner de te donner les informations. Exact, je pense que c'est ça. Patrick? Oui, moi, je voulais vraiment faire un commentaire sur un truc qui me touche plus, le fédéralisme. C'est drôle, dans vos présentations, il y a une dimension déléguée à une agence d'identité fédérée. Il y a la dimension collaborative dans ta présentation aussi. Puis, le préjugé sur le... fort, je choisis ce niveau avec plus de... Mais il y a une tendance, disons, dans la vision d'un libéralisme classique, donc méfiant à l'endroit du pouvoir. L'idée que le pouvoir soit divisé entre entité fédérale et entité fédérée, ben, c'est porteur d'une forme de protection des libertés. Et c'est drôle parce que vos démonstrations ébranlent un petit peu mais c'est pas parce que la vie c'est compliqué, là. Des fois c'est vrai, puis des fois c'est pas vrai. Mais il y a ça normalement. Puis moi j'avais le réflexe en t'écoutant au début, je me disais, tu sais, on déléguait à une autre agence publique. L'idée qu'il y aurait un grand complot, vous n'allez peut-être pas tomber là-dedans, là, mais l'idée qu'il y aurait un grand complot où soudainement le Québec serait d'accord avec Ottawa sur un truc pour violer la vie privée des gens. Ça peut arriver, mais a priori, au contraire, dans la dynamique qui est la nôtre, s'ils coopèrent, bon, des fois, fiscalement, ils ont un intérêt à coopérer, là, mais il y a beaucoup de domaines où tu te dis, ils sont des chiens de garde mutuels. Puis, à quelque part, c'est porteur d'une certaine protection de la liberté. Si l'un et l'autre qui est dans des rapports de méfiance, et j'imagine qu'il y a des rapports de méfiance entre les Flamands et l'État fédéral, j'ose croire. Fait que, bref, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était présent dans vos 2 interventions, puis ça ébranlait un petit peu l'intuition habituelle qu'on a sur le sujet. Mais sinon, j'avais 2 curiosités aussi, là, mais c'était plus comme pour essayer de profiter de la rencontre pour apprendre.
Mais avant, je voudrais juste témoigner de l'expérience en matière d'accès à l'information, mais de l'autre côté de la clôture. D'abord comme prof, vous en avez déjà eu? Non? Moi, j'en ai eu comme prof. Ouais. Un étudiant qui un jour, à juste titre, il a le droit, il veut savoir tout sur son dossier. Et effectivement, la loi t'est appliquée, la secrétaire générale de l'Université de contact. Puis elle t'explique la procédure. Puis évidemment, c'est pas à toi d'évaluer si c'est pertinent ou pas. Donc, tu fais un contrôle F dans tes courriels, tu fais un contrôle F dans tes documents. Avec, là, dans ce cas-là, moi, c'était simple. L'étudiant voulait tout savoir, accès à tous les documents, tous les courriels où il y avait son nom. Ça aurait pu être aussi à propos de certains sujets. Tu mets ça dans un petit dossier. Puis après ça, il y a quelqu'un dans l'institution qui filtre. Et j'en ai vécu énormément dans mon outil d'identité de genre. Là, une par mois, toute la série de mots à vérifier était extrêmement longue. Là, moi, j'étais chanceux, c'était pas moi qui exécutais. Là. Mais ça paralyse même les organisations. Puis les organisations, ils ont quand même tendance à interpréter habilement certaines exceptions qui sont prévues. Là. Fait que, c'est vrai que ça dit quoi qu'il n'y a pas de document, mais des fois, il y a des documents qui ne vont pas être partagés parce que ça fait partie du jeu. Mais bref, le sujet sur lequel j'aurais voulu apprendre un peu plus, puis c'est des questions vraiment naïves de gars qui ne s'y connaissent pas du tout. Tu sais, comme tantôt, Pierre-Luc, tu disais qu'il y a, ne serait-ce qu'une seconde, une collecte d'informations personnelles. Puis là, je me souviens plus très bien, mais c'est vrai que pour la COVID, on faisait souvent un autodiagnostic, soi-même avec son petit truc. Des fois, ça en restait là. Tu t'auto-diagnostiquais, tu restais chez vous, puis c'est tout. Des fois, tu allais chez le pharmacien. L'État ne savait pas toujours qu'on avait la COVID. Tu étais obligé, par exemple. Mais on était dans une maladie à déclaration obligatoire, du moins temporairement. C'est là que je m'en allais. Parce que moi, j'ai beaucoup d'affection pour Charlie et je me dis, pauvre lui, il va soutenir une thèse sur un sujet dont plus personne ne veut entendre parler. Et je trouve que c'est intéressant. Ton sujet, c'est beaucoup plus que retour sur la COVID. C'est un sujet vers l'avenir et tout ça. Puis d'être capable de dire, ce qui est vrai pour la maladie COVID, c'est vrai aussi pour des ITS, par exemple, nous, au Québec. Je parle comme si j'ai eu plusieurs ITS, je connais beaucoup. Alors, c'est plutôt parce que j'ai eu des rencontres avec les fonctionnaires qui gèrent ça dans mon mandat sur l'identité de genre. On voulait faire des analogies entre les deux, même chose. Donc, comment ça marche quand l'État t'a dit on va faire un suivi de certains cas, puis pour les ITS, ils le font. Mais nous, il y a un système comme ça, et franchement, j'ai jamais réussi vraiment à comprendre. Ils disent que c'est anonymisé, mais tu essaies de te faire expliquer quel jour, quelle heure, tu sais. Mettons, moi, je déclare que j'ai telle maladie transmissible sexuellement. J'avise mon médecin, peut-être qu'il avise, ou moi-même, je ne sais pas trop comment ça marche. Là, ils savent que c'est Patrick Taillon. Puis à un moment donné, ça rentre dans des statistiques qui sont anonymisées. Et ça ne l'est pas du jour au lendemain. À quelle étape ça l'est? Pour moi, c'est pas super clair. Puis pour avoir essayé de fouiller la question, j'ai vu des avis de la Commission des droits qui disent oui, ça va, mais font-tu ça va comme en ayant compris ou pas? Je ne sais pas si vous, en tout cas, cet enjeu-là on partage des données, des renseignements personnels qui, à un moment donné, deviennent des renseignements anonymisés, mais utiles pour le bien commun, parce qu'on a besoin de savoir combien il y a de cas, mais on a besoin de savoir c'est qui. Est-ce que vous avez déjà mis le nez dans ces mécanismes-là? Est-ce que c'est des mécanismes qui vous inspirent confiance? Est-ce que tout repose sur, comment tu as appelé ça, le PVA? Le FVA. Le PIA en anglais, OK. Impact Assessment. Et nous, c'est analyse des facteurs relatifs à la vie privée. Okay. Désolé. Bref, c'est ça ma question un peu naïve, exploratoire. Tu veux commencer? Vas-y. Écoute, j'ai beaucoup regardé ça. Les déclarations, maladie à déclaration obligatoire, des fois, c'est le médecin qui va le déclarer, mais qui va juste déclarer un cas sans nécessairement déclarer l'identité de la personne. Ça, c'est des choses qui sont différentes de ce que nous, on a discuté, parce que c'est tout encadré, en fait. Il y a un devoir de déontologie du médecin, puis c'est consigné, c'est pas juste j'appelle, puis il n'y a pas eu de suivi. Là. Mais ça, je pense qu'il y a des situations d'urgence qui sont différentes. Après, ce que toi, tu appelles anonymiser, je pense que ça veut dire agréger. Ouais. Quand tu fais des statistiques, tu agrèges des données et c'est pas la même chose que d'anonymiser des données. D'anonymiser des données, sinon c'est plus des jeux de données. Tu sais, des grosses banques de données ou des gros tableaux, des trucs comme ça, où là, ce que tu vas faire, c'est d'essayer de faire en sorte que tu aies de l'information, mais que tu ne puisses jamais
il y a un nouveau règlement sur l'anonymisation de mai 2024 au Québec, là. Donc, il y a une très faible chance de réidentifier les personnes. Ça, c'est de l'anonymisation. Puis de la dépersonnalisation, c'est quand tu pourrais réidentifier les personnes directement, même si un fort. Donc, quand, par exemple, les maladies à déclaration obligatoire, comme l'NSPQ, quand ils compilent ça, ils compilent, c'est de la statistique. En fait, ils disent, il y a un cas, il y a un cas, il y a un cas. Puis c'est de la compilation, c'est de la statistique. Eux, en fait, à la base, ils n'ont même pas reçu souvent de renseignements personnels en tant que tel. Ils n'ont pas de taillon. Tu sais, Patrick. Ça va, c'est bien, mon collègue, c'est combien? Taillon, il y a telle maladie. On a eu, disons, que là, ça peut être au Québec, aussi ou ça, dans telle ville, une personne environ tel âge. Mais donc, compile ça, c'est de l'agrégation de données. Après, ils font des tendances, des tableaux, ce qui n'est pas la même chose que, disons, tu as un gros jeu de données. Tu dis, ouais, un dossier médical, je vais l'anonymiser, ou tous les dossiers médicaux de ce GMF-là, je vais l'anonymiser. Là, c'est que tu essaies de garder le plus d'informations, mais tu purges l'identité des personnes pour pas qu'on sache qui était qui. Commission de soins de vie, je ne sais pas si ça veut dire. Je regardais un rapport, j'en ai fait été un. Ils se prononcent sur chaque cas. On pourrait mettre Ginette Robert, mais ils ont enlevé Ginette Robert, tu sais. Donc là, la question, c'est de savoir, c'est quoi le risque de réidentifier les gens. Si le risque de réidentifier est très, très faible, c'est de l'anonymisation. S'il est plus faible, il est relativement fort, ça serait de la dépersonnalisation. Okay. C'est des termes techniques qu'on a dans la nouvelle loi en matière de protection des renseignements personnels. Pour être honnête avec toi, tout le monde se pose la question de comment tu quantifies faible risque ou haut risque. Tout le monde a les deux là-dedans, ici même en recherche, en santé, parce que tout le monde pose la question. Moi, on me dit que quand j'ai des données anonymisées, je peux faire telle chose, mais comment est-ce que je les anonymise? Donc là, on a eu un nouveau règlement, il y a presque un an, en mai 2024, mais qui va nous dire, ben, il faut aller se parler là-dessus un petit peu, là, mais sur faible risque de réidentification, mais les chercheurs sont comme, c'est pas un faible risque. Ça dépend qui lit, en fait. C'est très contextuel. Fait que si je l'envoie à Marie-Pierre, peut-être le risque est très faible. Parce que Marie-Pierre, autant qu'elle est bonne en plein de choses, elle n'a peut-être pas des algorithmes de réidentification au bout des doigts. Si je l'envoie à un collègue au département d'informatique, peut-être le risque n'est pas impactant, c'est contextualisé. À qui tu l'envoies? Mais là, le problème, c'est que dès lors que tu dis, quand c'est anonymisé, tu peux faire à peu près ce que tu veux, là, tu ne contrôles plus le contexte. Parce que là, le cherche, tu sais, même si Marie-Pierre, c'est très faible. Moi, j'ai dans mon ordi, je peux faire à peu près ce que je veux avec, je l'envoie à l'autre chercheur, puis tu perds le contrôle. Fait que, tu sais, l'anonymisation, ça pourrait être fiable, mais on a au Québec, on est un peu pris sur qu'est-ce que ça veut dire puis comment est-ce qu'on va traiter ça. Surtout dans le domaine de la santé. Et moi, donc, par rapport à la Belgique, donc on est en état fédéral, c'est extrêmement compliqué la répartition des compétences en matière de médecine préventive. Et donc, la médecine préventive couvre les déclarations obligatoires des maladies infectieuses. Ce qui fait que depuis les années 70, les réformes de l'État, c'est une compétence des communautés en Belgique. Donc, une forme d'entité fédérée, puisqu'on a les régions. Les communautés sont compétentes. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu as une maladie infectieuse, le médecin ou le chef de laboratoire qui dépiste quelqu'un est obligé de le déclarer auprès de l'inspection sanitaire compétente de l'entité fédérée où il se situe, où le cas est localisé. Et la santé, c'est fédéral. Le reste de la santé. Et le reste de la santé n'est pas nécessairement fédéral. Okay. Il y a beaucoup de choses qui sont entre les mains des entités fédérées. Ce qui relève de la compétence de l'autorité fédérale, c'est par exemple la vaccination obligatoire. Okay. Si la vaccination est facultative, comme ça a été le cas avec la Covid, ce sont les entités fédérées. Et donc, on a eu des campagnes de vaccination différenciées selon le territoire sur lequel on se trouvait, avec évidemment des choix qui étaient différents, mais qui étaient quand même harmonisés au niveau des institutions fédérales, puisqu'en fait, on pouvait se déplacer facilement sur le territoire. Donc, il fallait que ces choix qui étaient posés par les entités fédérées soient harmonisés. Et donc, au niveau des déclarations de maladies obligatoires, c'était déjà encadré avant la COVID-19, les traitements de données à caractère personnel se trouvaient dans des décrets, des ordonnances des entités fédérées. Tout ça, c'était cadré. Ce que la pandémie a changé, c'est la centralisation. Parce qu'avec la pandémie de COVID-19, la maladie de COVID-19 devait être déclarée non plus aux entités fédérées. Là, on a dérogé à cette règle, et c'était l'autorité fédérale avec Sciences-Sano, dont j'ai parlé, l'Institution de santé publique, qui était compétent et à qui les déclarations devaient être envoyées. C'est lui qui compilait tout et qui puis ensuite disséminer l'information auprès des différents acteurs, notamment les centres de contact. Ce que j'ai pu voir avec la pandémie, donc on va dire le post-pandémie, c'est que les entités fédérées ont modifié
leurs décrets, leurs ordonnances, donc leurs textes législatifs adoptés par leur Parlement, et qu'elles ont étendu la liste des informations qu'elles sollicitent auprès des personnes infectées ou présumées infectées. Donc avant, c'était des données d'identification, biographiques, c'était assez succinct. Ce n'était pas nécessairement exhaustif pour autant. Là, la liste s'est vachement allongée sur la base de la bonne pratique de la COVID-19. Et donc, les entités fédérées ont modifié leur législation, notamment avant la fin de la législature. Donc, c'est qu'on a voté en juin 2024 pour le fédéral et puis pour les entités fédérées. Donc, il y a un an, et juste avant la fin de la législature, les entités fédérées ont modifié leur cadre pour adapter. Comme quoi ton sujet a un présent et une avenir. Et faire face à de nouvelles maladies infectieuses au potentiel émergent. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une différence qui est faite entre certains types de maladies infectieuses. Donc, par exemple, les entités fédérées sont compétentes pour les déclarations de maladies obligatoires, mais le cadre législatif n'est pas le même pour les IST que tu évoquais justement. Donc, si quelqu'un est malade de la syphilis ou a la gonorrhée, par exemple, ce n'est pas le même cadre législatif que ce qui est applicable pour les autres types d'IST, comme les autres types de maladies infectieuses, comme le choléra ou la peste. Donc ça varie en fonction de la maladie aussi, ce qui fait qu'il y a un régime différencié qui s'applique extrêmement compliqué et technique. Et je suis justement en train de relire cette partie que j'aborde dans la thèse brièvement, où je fais un petit peu l'histoire de la déclaration obligatoire des maladies, qui remonte en fait à la création de la Belgique et même avant ça, avec les règlements de peste pendant le Moyen-Âge. Mais c'est très, très technique, en ce compris sur le plan juridique. Et puis après, pour rejoindre un peu ce que Pierre le disait, je pense qu'effectivement, il faut distinguer entre l'anonymisation et le fait d'agréger des données. Une fois que les données sont entre les mains des entités fédérées, peu importe la maladie infectieuse, eh bien, nous, on a des inspections sanitaires qui vont pouvoir te contacter si tu as le choléra pour que tu prennes les mesures qui s'imposent et éventuellement t'infliger un traitement médical. Donc, tu peux te voir infliger un traitement médical et être hospitalisé de force par l'autorité publique. Et parallèlement à ça, l'autorité va agréger ces données avec d'autres informations collectées avec d'autres personnes qui potentiellement sont atteintes du choléra pour effectuer des analyses et orienter la politique de santé publique. Mais après un certain temps, donc les données sont conservées pendant un certain temps, ça dépend du type de maladie. La tuberculose, c'est 30 ans, les autres, je crois que c'est 3 ou 5 ans en fonction de l'entité fédérée que tu considères. Les données sont anonymisées. Et donc là, on va retirer tous les identifiants, de sorte à ce que l'on puisse encore utiliser ces données par la suite, dans le cas où on en a besoin. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je comprends. Mais c'est clair qu'il y a toujours quelqu'un qui a la clé de quelque chose. Et c'est quand même surprenant, tout ça, c'est l'obligation même de traitement. Je te dis, est-ce que j'ai bien compris? Il y a toutes les règles de consentement aux soins qui me rentrent en tête. Tu peux toujours refuser finalement de recevoir des soins, mais là de ce que je comprends, il y a comme une obligation, c'est bien ça, une obligation d'être traité pour la maladie. Puis, OK. Mon Dieu, je sais pas. Pour les vaccins. Ah, ben recevoir le vaccin. C'est une obligation. Oui, l'autorité sanitaire peut, c'est vraiment une obligation qui est écrite noir sur blanc dans les textes de loi, donc les décrets, les ordonnances, en fonction de la maladie, évidemment. Mais c'est un détail, dans le Mais je pense qu'il y a un choc de continent, là, sans s'impliquer. Nous, on a de la jurisprudence qui laisse mourir un témoin de Jéhovah qui ne veut pas de transfusion sanguine. Je pense qu'en Europe, c'est plus rare. Surtout s'il est mineur. Oui, mais après, le fait d'infliger un traitement à quelqu'un qui n'atteint pas l'intégrité physique. Oui, mais qui se défend. Et qui se défend. C'est ça, mais nous, ça se défend un peu moins. Un peu comme sur la liberté d'expression, surtout les États-Unis sont très liberté d'expression, vous allez un peu plus la canaliser. Donc, on fait des simplifications, mais il y a un peu de ça. Alors, y a-t-il d'autres questions, commentaires? Où est la pizza? Tout le monde On est fait prêt signe qu'elle est arrivée. pour le lunch. Alors, merci encore une fois. Merci à vous. Les deux.